Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Thérapie sans frontières. Aujourd'hui, avec moi, Florence Besson, coach et thérapeute. Bonjour Florence. Bonjour Badr. J'ai pas réfléchi à la première question, c'est Moi non marrant. plus. Mais j'ai envie, vu qu'on en a parlé avant, j'ai envie de commencer par cette histoire de la cigarette. Donc, pour resituer un petit peu, ça fait un peu plus de 2 mois que j'ai arrêté de fumer. On a beaucoup échangé avec Florence par rapport à la cigarette. Et la question qui me vient, parce que Florence aussi a été fumeuse et a arrêté il y a 10 ans, elle m'a dit que c'était le 21 juin, c'est ça? Absolument, le 21 juin, ça fera 2010. 10 ans. Waouh. Alors, du coup, la question qui me vient là, c'est qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'addiction? Alors, ce que je peux dire, c'est que jusqu'à ce que j'arrête, en fait, moi, je me sentais pas addict à la cigarette, vraiment. Et j'imaginais que c'était finalement assez facile de s'en passer. C'est quand je me suis arrêtée que j'ai réalisé à quel point j'étais dépendante de la cigarette. Et ce que je te disais tout à l'heure quand tu me disais que tu avais arrêté, c'est que pour moi, c'était une vraie épreuve, en fait, cette aventure, une vraie expérience que j'ai trouvée très enrichissante sur ma capacité à me défaire de quelque chose qui faisait partie de moi. Et je crois que ça a été aussi un vrai sujet autour de la liberté, de l'indépendance, des choses qui me sont chères. Voilà. Et je le disais tout à l'heure aussi en parlant que c'était pour moi, j'étais très admirative des gens qui arrivent à arrêter de fumer et donc de tes efforts, Badr, pour y arriver. Je sais que tu comptes le nombre de jours et que ça fait 68 aujourd'hui. Donc il y a encore un bout de chemin. Voilà. Merci. Et que c'est une épreuve à traverser. Mm. Tu vois, du coup, quand tu me parles de liberté et d'indépendance, je me suis dit, tiens, comment Florence applique ces valeurs de liberté et d'indépendance dans ses métiers de coach et de thérapeute? Merci de me poser la question, Badr. C'est mon dada. C'est quasiment une mission pour moi, cette notion de liberté. Souvent, je me dis que mon pire cauchemar, ce serait d'être emprisonnée. Alors, comment je le pratique? J'aime beaucoup une citation de Jean-Paul Sartre que j'ai envie de partager avec toi, Badr, qui est, Sartre disait, l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Voilà. J'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup. Bon. Alors on partage ça ensemble et voilà, c'est un peu mon mantra et c'est ce que j'ai à cœur de partager avec mes clients et mes patients dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie, que ce soit personnellement, professionnellement, les deux à la fois, et de regarder comment récupérer cet espace de liberté, cette capacité de choix qui nous rend évidemment plus libres et a priori plus heureux. Alors, une question qui revient très, très, très souvent. Est-ce que tu dis patient ou client? Dans le cadre de mon activité de coaching, je dis client et puis en thérapie, je dis patient. Alors je sais que c'est un débat et un sujet entre nous, les thérapeutes. Moi, j'ai pas de difficulté à dire patient. Patient en latin, hein, le terme originel, c'est celui qui endure, celui qui souffre. Et en thérapie, quand les patients viennent me voir, viennent consulter, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui endure et qui dure dans le temps. Ok. Est-ce que tu as déjà été patiente? Oui, j'ai été patiente. Et je le Alors- suis toujours d'ailleurs. Et dans les différents sens du terme aussi. Ça m'amène à te poser la question, comment t'es arrivé au coaching et à la thérapie? Quel est ton chemin, on va dire, de croix? Waouh. Alors, je ne sais pas si c'est de croix. En tous les cas, oui, c'est vrai, c'est un chemin. Moi, j'ai commencé l'activité de coaching il y a une quinzaine d'années, en effet, guidée par l'envie d'aider les personnes à être mieux dans leur vie professionnelle, donc dans leur vie en général, mais trouver leur place, développer leur potentiel, développer leurs ressources. Voilà, c'est ce qui me guidait.
Et qu'est-ce qui a fait en fait que tu as eu cette envie? J'imagine que tu as dû traverser des choses qui t'ont fait dire bah, j'ai envie d'aider l'autre. Oui, alors ce que j'ai traversé, c'est d'abord à titre personnel un sujet autour de la place sur un plan familial, professionnel. Et j'ai beaucoup œuvré pour ça. Et puis ce que j'ai aussi beaucoup observé, c'est la difficulté dans l'environnement professionnel que je côtoyais de certaines personnes à trouver leur place, à être respectées, à se faire respecter, avec beaucoup d'inégalités dans les traitements, dans les comportements. Et j'ai déjà à l'époque observé de la souffrance, oui, dans les entreprises dans lesquelles soit je travaillais, soit pour lesquelles je travaillais. Est-ce que toi, tu as vécu de la souffrance dans ces entreprises, toi personnellement? Non, je dirais pas ça. J'ai vécu des moments difficiles, des moments de stress, mais de la souffrance, non, D'accord. très honnêtement. Comment a été ton premier contact avec le coaching? Dans le sens, est-ce que tu as été aussi cliente de coaching? Oui, donc il y a 15 ans maintenant, je travaillais dans une agence de communication et il se trouve que à ce moment-là, j'attendais mon troisième enfant. J'ai donc eu un congé de maternité beaucoup plus long que les deux précédents. Et je me suis dit, tiens, je vais profiter de ces 6 mois pour vraiment mener à terme une réflexion que j'avais depuis quelques années qui était sur le sens. Mener à terme, c'est un joli mot. Et donc, bon, j'ai profité de ce moment pour mener à terme. Donc, je reprends cette idée que j'avais depuis quelques années, plusieurs années, d'être un peu plus engagée et investie dans l'aide aux autres, l'accompagnement. Je ne savais pas très bien encore sous quelle forme, mais je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui s'animait, qui était très vivant, comme un peu une mission que j'avais. Et je me souviens d'un ami qui me dit, on se promenait comme ça sur le Remblai, j'avais mon bébé dans un landau, et il me dit, qu'est-ce que tu as envie de faire toi après ton congé de maternité? Et je lui réponds, bah, j'ai envie d'aider les autres. Et là, il me regarde, il me dit, bon, c'est très bien tout ça, mais c'est pas très concret. Comment tu vas t'y prendre? Je me suis dit, il a raison. D'ailleurs, je lui rends hommage à travers ce podcast. Je me suis dit, oui, c'est vrai, il a raison, il faut que j'aille beaucoup plus loin que ça. Et j'ai rencontré un coach, et avec lui, grâce à lui, j'ai concrétisé cette idée, ce projet. Et quand je suis rentrée dans mon agence, quand je suis revenue, j'ai dit à mon patron que j'allais repartir. Je ne savais pas très bien encore si c'était le coaching, la thérapie, la psychologie, la formation, tout ça. Mais je sentais que j'allais y aller. Voilà, j'allais suivre ce chemin-là. Dans ta présentation, j'ai dit que tu étais coach et thérapeute. Comment s'est fait cette transition aussi entre le coaching que tu exerces depuis 15 ans maintenant et la thérapie que tu exerces depuis quelques mois? Quand je me suis formée au coaching, je me suis aussi formée à l'approche de la Gestalt. Alors, je pense qu'on y reviendra, Badr. Dans cette approche-là, j'ai rencontré des thérapeutes avec qui je travaillais, avec qui j'échangeais et qui me disaient, mais en fait, dans ce que tu fais, dans ta façon d'accompagner en coaching, il y a une dimension très humaine, relationnelle. Et les gens me disaient, je pense que ce serait bien, Florence, que tu te formes à la Gestalt, mais que tu pousses un peu vers quelque chose de plus introspectif. Et c'est comme ça que j'ai démarré cette formation en Gestalt, sachant pas très bien ce que j'allais en faire. Et puis, le deuxième révélateur aussi, ça a été dans mes accompagnements en coaching. Ce que je sentais et j'observais dans l'échange avec mes clients, c'est que les problématiques étaient plus profondes. Ce que j'entends aussi, c'est que ce passage-là de coaching de coach à thérapeute, c'est aussi de la liberté en plus. Oui, c'est une liberté libératoire. Et c'est aussi ce que j'aime dans cette posture, dans cet accompagnement de thérapie, c'est d'être pleinement, entièrement avec mon patient dans l'accompagnement. Tu as utilisé un gros mot, Ah, Gestalt. raconte. Gestalt. Oula. Qu'est-ce que la Gestalt? La Gestalt, en effet, c'est un gros mot que je vais essayer de clarifier un peu, parce que finalement, c'est assez simple. La Gestalt, en fait, ça vient de l'allemand, d'un verbe qui est gestalten et qui signifie mettre en forme, donner une structure.
quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Ce qu'on dit, c'est que dans la relation thérapeutique entre le patient et le thérapeute va s'intéresser à ce qui prend forme, ce qui se structure, ce qui apparaît dans la relation thérapeutique, dans l'instant présent. Et du coup, du point de vue du patient, qu'est-ce que la Gestalt en fait? Comment, par exemple, si je suis un patient et que je viens te voir, comment ça va se passer? Est-ce que tu veux bien nous en parler? Bien sûr, ça va se passer ensemble, déjà, l'un en face de l'autre, dans un espace qui peut durer entre 70... Non, Ah, j'ai confusion avec le coaching. confusion avec l'argent. 70 € les 50 minutes. Ça va durer Comme ça, 70 € c'est dit, c'est et ça dit, coûte 50 minutes. et c'est clair. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais accueillir le patient dans mon cabinet. On va prendre le temps de se retrouver et puis d'être ensemble avec ce qui va apparaître à ce moment-là. Alors, quand je dis ce qui apparaît, c'est un sujet, une thématique, une émotion, une souffrance, une préoccupation. Voilà. À l'occasion de notre rencontre à tous les deux, puisque une des spécificités aussi de la Gestalt s'intéresse à la personne, ce qu'on appelle l'organisme. C'est pas un très joli mot, mais c'est comme ça. Si jamais vous le retrouvez dans les bouquins, vous saurez ce que c'est. Donc l'organisme, c'est moi, c'est toi, Badre, c'est vous qui nous écoutez, dans son environnement, donc dans le monde dans lequel il est. J'étais en train de me poser la question de quelle forme prend notre rencontre là. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, entre nous deux, on a un carton vert et marron de mon côté. Et ça prend une forme assez étrange. C'est un mur, mais il y a un trou et on se regarde tous les deux. On croise nos regards et c'est assez drôle finalement. Et c'est vrai que peut-être la forme, c'est quelque chose d'assez singulier, C'est ça, d'original. c'est ça. Voilà, je n'avais pas imaginé que l'interview se passerait comme ça. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'humour fait partie un peu de la forme que prend cette rencontre. Oui, et pour moi, c'est très important l'humour. L'humour, c'est pas l'ironie, hein. L'humour, c'est quelque chose de joyeux, d'authentique. Il n'y a pas de moquerie, je cherche pas à coincer quelqu'un quand je suis dans l'humour. Et ce que j'observe, c'est que parfois les souffrances sont telles et les difficultés que être dans l'humour, c'est aussi se donner de la respiration et de la place pour aborder les sujets qui sont parfois en effet difficiles, hein, je le dis souvent. Et l'humour, c'est mettre aussi de la souplesse, de l'air, voilà, de la respiration. À quelque chose qui est, quand je dis quelque chose, c'est un sujet qui parfois peut être figé, glacé, c'est froid. Et l'humour, ça peut remettre un peu de chaud. Je, je me rends compte que je suis très touché par ce que tu dis et je peux témoigner même personnellement dans ma propre thérapie. Les, les moments d'humour étaient des moments très importants. C'est des moments qui permettent aussi une prise de distance, mais c'est aussi des moments où on se connecte à deux, c'est-à-dire qu'on se Mm. rejoint aussi. Oui, Badr, Je c'est me suis chouette ce que tu senti dis. rejoint Mm. par des Mm. petites notes Mm. d'humour et je ne me suis plus senti seul dans de la Mm. douleur ou dans de Ouais. la souffrance. Donc ça me touche très particulièrement. Et ça me plaît ce que tu dis, Badr. C'est vrai que j'aime bien ton mot sur rejoindre à cet endroit-là, avec évidemment toujours le point d'attention que l'humour ne soit pas un moyen d'échapper, de ne pas nommer, de, on appelle ça défléchir dans notre jargon aussi de Gestalt. Ouh, Waouh, alors, ça c'est dur. tu as gagné Florence. Qu'est-ce qu'une déflexion? Alors, je ne sais pas si ça va beaucoup intéresser nos auditeurs, Oh mais si. si, d'accord.
Là, je défléchis, je ris et je me sens un peu gênée. J'ai peur de pas bien savoir répondre. C'est ça une déflexion. Je vais orienter mon énergie ailleurs. Ça m'évitera de répondre, ça me fait gagner du temps, ça me permet aussi de retrouver de la respiration. Voilà, c'est un exemple de déflexion. C'est très très clair. Alors du coup, je me rappelle plus de ce dont on parlait juste avant. On parlait de De l'humour. l'humour, oui, que ça soit pas une déflexion. Hmm. Voilà. Tu me demandais comment se passait, heureusement que je suis là pour suivre. Ouais. Tu me demandais comment se passaient les séances. Euh, voilà, donc elles se passent avec ce qui va se passer dans la rencontre, en fait, entre le patient et le thérapeute. Et ce qui m'a plu, moi, dans l'approche de la Gestalt, c'est l'engagement du thérapeute, c'est sa présence pleine et entière, son engagement. Qu'est-ce que l'engagement du thérapeute? Alors, l'engagement du thérapeute, ça va se manifester par d'abord la qualité de sa présence, C'est quoi la qualité de la présence? sa présence physique, corporelle. Il peut y avoir du corporel, du corps dans le travail thérapeutique, dans le partage de ses émotions, dans le partage de ce qu'il ressent, dans ce qu'on appelle souvent, nous, du dévoilement au service du patient. C'est vraiment partager ce que je ressens, finalement, moi, thérapeute, quand je suis en face de toi et en quoi ce que je ressens peut parler de évoquer ce que toi peut-être tu vis et qui n'est pas toujours à ta conscience, connu de toi, ou ce que les autres peuvent vivre aussi à ton contact. C'est là où je parle de l'engagement du thérapeute, pleine et entière. Est-ce qu'on peut dire que tu es une femme libre et engagée? Je ne sais pas si je suis libre et engagée, Badr. En tous les cas, je pense que c'est un chemin et un travail de toute une vie. Mais j'ai à cœur, oui, de retrouver cette liberté, à la fois de liberté de penser, de choisir mes comportements, de choisir mes projets. Et c'est aussi ce que j'observe dans ce que viennent chercher mes clients en coaching et les patients en thérapie. Et là, je bug un petit peu. Est-ce que tu as envie de nous Alors, dire un truc? dis-moi, tu me dis que tu bugs. Oui. Raconte-moi un peu, Badr, ce bug. Ce que je peux te dire, par exemple, c'est que là, je me sens un peu tendu. J'ai de la tension au niveau des épaules. Je me dis, tiens, mais il faut que tu t'intéresses, il faut que tu trouves une question intelligente à poser. Donc, je me mets un peu cette pression-là. Qu'est-ce qui pourrait venir de moi et qui fait que tu te mets dans cette tension-là? Euh, Bah, je sais pas. Je sais pas. Non. Mais ce que je sais, c'est que le fait que nos voix se baissent comme ça me détend. Ça m'amène à me détendre. C'est comme s'il y avait beaucoup d'énergie en fait dans toute cette première partie et que ça allait très vite. Mm. Et que là, ça me fait du bien de ralentir et juste de profiter en fait Mm. de ce moment. Mm. Moi aussi, ça me fait du bien de ralentir. Hmm. Et je suis presque ému là. Je vois tes yeux qui brillent. Toi aussi, tes yeux brillent. C'est bien ça une déflexion, non? C'est ça une déflexion. Alors, Un bah, peu de gêne peut-être? c'est l'intensité du contact. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on parle d'intensité depuis le début, en fait. C'est très dur, au final, d'être juste là, mais vraiment complètement et entièrement avec l'autre. On a tous fait lors de notre formation cet exercice où on restait genre quelques minutes face à l'autre sans parler et juste à essayer de ressentir ce qui se passait en nous. Et c'était un exercice, mais tellement dur. C'est vrai, Badr. Merci de parler de cette dimension-là, d'être juste là avec l'autre, dans le silence, dans le regard, permettre
à l'autre, d'être pleinement vivant, d'exister grâce à cette expérience qu'il va vivre avec le thérapeute, dans le silence, sans être dans le besoin de faire bien, de dire bien, de se conformer. Je parle de ça parce que c'est des sujets que je rencontre souvent, enfin des thématiques en coaching ou en thérapie d'ailleurs. Et de faire cette expérience-là dans la rencontre avec le thérapeute. Et du coup, ça m'amène aussi à avoir envie de partager avec les gens qui nous écoutent ce qu'est aussi la Gestalt, permettre de vivre une expérience nouvelle à l'occasion de la rencontre avec le thérapeute. Et de pouvoir aussi, dans le cadre de souffrances, de difficultés, les traverser avec le thérapeute, avec la présence de son corps, de son regard, de ses émotions. On dit souvent que on a les clients qui vont nous faire travailler. Tu viens de partager avec nous le fait que tu as beaucoup de clients et de patients qui viennent te voir par rapport à des problématiques de liberté et d'autonomie. Qu'est-ce qui a fait dans ton histoire que ces deux thèmes-là sont importants? Ça, c'est une très bonne question. Quand j'étais jeune, plus jeune, je me suis beaucoup conformée. Conformée à ce qu'on attendait de moi, conformée à ce que j'imaginais qu'on attendait de moi. Et puis ensuite, ça a continué à l'école et puis dans mes expériences professionnelles. Voilà, bon, des choses assez normales, hein, c'est rien de très spectaculaire. Simplement, avec recul et en ayant fait un premier travail thérapeutique quand j'étais plus jeune, je crois que je devais avoir une trentaine d'années, je me suis rendu compte à quel point, dans cette conformité, dans cette mise en conformité, il y avait une forme de tension, de contorsion, de quelque chose qui me coupait en fait de, de ce que j'étais vraiment et de ce que je ressentais et de ce que j'avais envie d'exprimer. Alors, c'est bien hein, de se conformer, c'est une façon de s'adapter à son environnement et ça peut être très utile. Mais au bout d'un moment, je peux aussi continuer à me conformer de façon automatique, réflexe, alors qu'aujourd'hui, c'est pas utile, c'est plus utile. Voilà. Et j'ai eu envie de m'affranchir de cela et de commencer à penser par moi-même, à exprimer un peu plus, à oser dire non, à oser confronter, un terme très employé dans le coaching. Un terme encore barbare. Un terme encore barbare, hein, mais c'est front contre front, Hmm, c'est assez simple finalement. Hein. c'est ça. C'est oser se dire les choses, donner un point de vue différent, et du coup se dévoiler et dire de soi, et exister dans le monde de manière plus authentique. Voilà. Et retrouver une forme de respiration qui fait du bien à soi et aux autres aussi. Hmm. Enfin, ça dépend. Quand je dis fait du bien, pas toujours. Des fois, ça fait mal. Parfois, ça fait mal, mais je me suis rendu compte qu'en réinterrogeant ce que je croyais, ce que j'imaginais, ce que je projetais. Hein. Alors projeter, c'est un peu imaginer à la place des autres. Ça me redonnait beaucoup plus de créativité. Est-ce que tu te rappelles de ton premier acte de liberté? Quand j'ai quitté ma dernière agence dans laquelle je travaillais, avec cette envie de démarrer le coaching, j'avais objectivement aucune idée de ce qui allait se passer. Je pense que ce qui m'a vraiment aidé à faire ça, c'est une espèce oui, de croyance profonde que les choses allaient marcher pour moi et que j'étais plus dans ça se fait pas, il faut être dans la sécurité financière. J'étais dans j'y vais et j'y crois. Ce que je pourrais presque entendre, c'est qu'il y a une absence de peur ou pas, enfin, c'est pas du tout lié. Oui, si tu as raison, Bad. C'est intéressant que tu me renvoies ça. Il y a une absence de peur. En tout cas, il y a une peur il y a une appréhension, il y a quelque chose qui s'anime et que je sens, mais avec laquelle j'agis. Ça me parle beaucoup quand je sens de l'excitation et de l'appréhension à dose égale, c'est que c'est bon pour moi. C'est-à-dire que c'est pas la peur qui prend le dessus, mais c'est pas non plus une excitation aveugle. C'est ça.
L'exercice qu'on est en train de faire, d'enregistrer ce podcast où on parle de toi, où on peut parler de moi aussi, pose cette question de qu'est-ce qu'on peut dévoiler en sachant qu'on est écouté. Et j'ai envie de te poser cette question-là. Donc, comment tu te sens? Comment toi, aujourd'hui, pendant ce podcast, suite à mes questions qui ne sont pas préparées, donc en fait, ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est qu'il n'y a aucune préparation, c'est-à-dire que j'envoie pas les questions, il y a pas de préparation, donc ce qui émerge. Et du coup, Florence, je voulais te demander comment toi, tu vis ces questions qui peuvent être intimes par moments, qui peuvent avoir des impacts sur d'autres personnes, sur des situations. Comment toi, tu vis ça et comment tu fais des choix par rapport à ton dévoilement? Je te remercie, Badre, de poser le sujet parce que je me rends compte dans cette interview qu'il y a des moments où c'est difficile pour moi de me dévoiler, alors d'enlever le voile, peut-être, et que je suis en train, dans ma tête, de faire le tri entre qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas. J'imagine que ce podcast va être entendu un peu plus largement, hein, même si ça fait pas le 20 heures, je peux le regretter, mais Pas encore. pas encore, ce sera pour plus tard. Et voilà, je fais le tri, qu'est-ce qui est dissible, qu'est-ce que je crains aussi. Donc je suis avec toute cette pensée, puis je ressens de l'inquiétude. Je choisis ce que je vais partager avec toi, avec vous. J'ai la liberté de ce choix, mais je ne me sens pas complètement libre. On fait tous, j'ai l'impression, en tout cas moi je me reconnais beaucoup dans ce que tu es en train de dire. Et ça m'amène à la deuxième partie de la question, c'est que le seul endroit finalement où moi personnellement je peux expérimenter le fait d'être moi, peu importe, enfin, sans vraiment y réfléchir, et puis où peux ressentir cette liberté, même si je ne la saisis pas systématiquement, c'est en thérapie. C'est ce que cet espace offre aux patients, de vraiment pouvoir déposer ce qui les anime, ce qu'ils vivent, en toute sécurité. Quel que soit le contenu d'ailleurs de ce qui est dit, hein, il y a aussi le fait même de pouvoir l'expérimenter avec le thérapeute. Et ça renvoie à la posture du gestalt thérapeute dont je parlais tout à l'heure, qui est cet accueil inconditionnel du patient. Alors, on arrive à la fin de ce podcast et comme à chaque fois, petite question pour nos auditeurs. Quel conseil tu donnerais à une personne qui voudrait commencer une thérapie dans le choix de sa thérapie et son thérapeute? Venez me voir, je rigole. Non, je lui conseillerais de se renseigner auprès de son réseau, de ses amis, de personnes en qui elle a confiance, de son médecin aussi. Moi, j'avais un médecin généraliste qui m'a toujours très bien conseillé. Et puis de se renseigner sur les approches pour voir ce qui serait le mieux pour elle. Peut-être d'en rencontrer deux et d'essayer. Parce que c'est pas parce que vous commencez avec un thérapeute que vous êtes obligé de continuer, que vous pouvez pas faire un autre choix après. D'écouter ce podcast. Et d'écouter ce podcast. Alors d'ailleurs, c'était rigolo parce que j'écoutais le dernier podcast que tu as fait avec Alain la dernière fois, qui disait qu'il avait mis beaucoup de temps pour choisir un thérapeute. Moi, j'ai dû choisir en 5 minutes. Donc Ah il y a oui. vraiment différentes façons de faire. Et ça parle de soi aussi, Hmm. hein. Et j'ai jamais regretté le choix de ma thérapeute. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot pour finir cet épisode? Bah, oui, en fait, je voulais te remercier, Badre, d'être à l'initiative de ce projet, de nous donner l'occasion de nous exprimer sur la Gestalt en particulier, en essayant d'être le plus pédagogue possible. J'espère que les auditeurs comprendront, pour aussi rendre accessible cette matière, cette discipline au plus grand nombre. Voilà, merci pour ça, Badre. Merci à toi.